Voilà, on revient quand même au débat Hebdo Show et avec nous d'autres invités qui viennent de nous rejoindre. Nous avons avec nous Idir Hachi, historien algérien. Idir, bonsoir. Bonsoir, Merci pour d'être avec nous, l'invitation. d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui sommes honorés. Et bien sûr, invité Fatma Zohra Ben Brahim, avocate algérienne, la meilleure avocate algérienne, me dit Mehdi Ressas. Voilà. C'est trop fort pour moi, merci. Voilà. Donc, merci d'être avec nous, car vraiment le débat mérite que vous soyez avec nous et que vous soyez nos invités ce soir. Bien sûr, Corso, l'historien algérien également, Mohamed Al-Corso va nous rejoindre dans un petit instant en direct d'Oran. Voilà, comme ça, pour clore un peu le dossier et boucler la boucle, parce que de toute façon, nous sommes bien entourés apparemment, Mehdi Rzdar. Ne me regardez pas comme ça. Oui, alors voilà. Justement, on parlait tout à l'heure du fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on célèbre où on commémore cet anniversaire du 63e anniversaire de l'indépendance, de la liberté de l'Algérie, on ne peut pas ne pas parler du dossier mémoriel. On ne peut pas ne pas parler des archives. On ne peut pas ne pas évoquer les massacres. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui vont avec, c'est-à-dire c'est inséparable. Vous, par exemple, Maître Ben Brahim, vous avez longtemps milité, vous continuez de l'être et de le faire, par exemple, pour les massacres commis en Algérie, sur les droits des victimes, par exemple, sur les essais nucléaires. Et bien sûr, tout à l'heure, on parlait des mines antipersonnelles, sur les mines antipersonnelles, qui continuent de faire des victimes, qui ne sont pas des victimes de la guerre, mais des innocents, par exemple, post-indépendance. Vous, Idir Hachi, vous êtes beaucoup plus spécialiste dans ce qu'on appellerait les guerres de résistance ou les mouvements de résistance, parce que la guerre d'Algérie, certes, a commencé peut-être en 54, mais par exemple, l'Algérie n'a pas commencé à résister en 54. L'Algérie a commencé à résister depuis bien longtemps, c'est-à-dire en 1830, et peut-être aussi, les gens peut-être l'ignorent, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui l'ignorent, mais effectivement, l'Algérie est passée par plusieurs niveaux de résistance, et c'est votre spécialité, Hachi. Alors, Monsieur Idir Hachi, que faut-il dire de ces mouvements de résistance qui n'ont jamais cessé jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire jusqu'au mouvement de libération? Je pense que c'est effectivement le point sur lequel il faut insister, il convient d'insister, c'est que le peuple algérien a livré une résistance à l'État quasi permanent depuis l'invasion française de juin 1830 jusqu'à la séquence de parachèvement de la révolution, de la longue révolution algérienne, donc qui a pris son déroulé de 1954 à 1962. Ce qu'il faut mettre en évidence, à mon sens, partant de ce constat de longue durée de la résistance algérienne, c'est qu'il faut insister sur les liens de connexité et de continuation qui inscrivent effectivement les différentes séquences de la résistance algérienne dans la même généalogie et filiation nationale. Et vers le milieu des années 1840, l'émir veille à lancer plusieurs figures de commandement qui prennent son relais. Nous avons Mohamed Ben Abdallah alias Bou Maza, en 45-47, Mohamed Lemjed Ben Abdallah Ben Abdelmalek alias Bou Baghla, de 1849 à 1854. Nous avons également le cheikh Bouzian Ben Belqasem Ben Mbarak, qui est nommé cheikh de Zaatcha en 1839 par le khalifa de l'émir Mohamed El-Berkani, lequel cheikh Ben Bouzian devient, comme vous le savez, le leader de la séquence éponyme donc de la dite révolte de Zaatcha en 1849. Je dis la dite révolte de Zaatcha, pourquoi? Parce que son étendue géographique vient bien évidemment bien au-delà de cette oasis de la région du Zab. Nous avons d'autres exemples. Le petit-fils de Mohamed El-Berkani, toujours donc ces liens de connexité
le petit-fils de Mohamed el-Berkani, Malik el-Berkani, qui est une figure importante de commandement de la séquence de 1871, donc qu'on retrouve plus de 40 années après 1830. Il tombe d'ailleurs au champ d'honneur le 2 août 71. Nous avons le fils de l'émir, Mahyiddin, qui part de Damas en 1870 pour revenir donc fin 70 via la Tunisie en Algérie pour prendre la tête des forces qui se rassemblent du côté de Tbessa et plus au sud de Negrin et de Ferkan. Nous avons présent à Al-Rouat lors du massacre de Al-Rouat du 2 décembre 1852. Nous avons Nasser Ben Chouhara qui compte également parmi les figures de commandement de 71. Nous avons comme autre figure de commandement de la séquence des Oulad Sidchir, cette fois-ci, donc de 1864-65, nous avons Bouchoucha qui figure également parmi les importantes figures de commandement de 71. Il y a aussi la résistance Ahmed Bey au Constantine. Oui, tout à fait. Mais ce que je souhaite souligner ici, c'est les liens de connexité. Entre les résistances la chronologie. Les liens de connexité avec des familles et des figures que l'on retrouve dans diverses séquences. Parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas tous les noms finalement de ces valeureux guerriers, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler. On connaît Al-Muqrani qui ne connaît pas Al-Muqrani. Vous voyez, on ne connaît pas tous les noms, alors que effectivement ces résistances se sont faites avec des hommes valeureux, des guerriers à l'image de l'émir Abdelkader. Et c'est grâce à ces résistances peut-être que nous sommes arrivés au mouvement de libération. En fait, oui. Absolument. Comme on l'a dit au début, au bout d'un très long processus de résistance, au bout d'un très long processus révolutionnaire, vous avez raison de revenir sur la figure de l'émir Abdelkader, qui est une figure centrale, et vous avez raison de rappeler effectivement que le panthéon national algérien est extrêmement riche et qu'il plonge effectivement ses racines dans le 19e siècle et dès la décennie 1830. Donc je passe sur le facteur de la mobilité des commandements des forces algériennes pour en venir peut-être aux matrices profondes de la résistance algérienne au XIXe siècle, et nous voyons encore une fois que ce sont les mêmes, avec plusieurs écrits et témoignages qui montrent la prégnance du sentiment national. Une pétition d'Ahmed Bey, signée par Ahmed Bey, plus de 60 notables et plus de 2000 représentants des tribus du Constantinois, qui adresse au Parlement britannique en janvier 1834, donc une pétition dans laquelle ils affirment à propos de l'envahisseur: ils n'ont aucun droit sur nos territoires dont chaque pouce est un bien hérité depuis des milliers d'années. Nous sommes libres. Nous avons l'émir également qui déclare: j'avais juré de défendre mon pays et ma religion jusqu'à ce qu'aucune force n'y pût suffire. Vous avez ce témoignage en 1850 qui est rapporté par le neveu de l'empereur Napoléon III, Pierre-Napoléon Bonaparte, qui relate, qui rapporte les ultimes paroles qu'un défenseur de Zahatcha en 1849 prononce au moment de succomber à ses blessures. Il dit: mon sang coule, mais je suis content de mourir pour ma patrie et pour ma religion. Dans le courrier qu'il adresse à la tribu d'Erchaïch, fin 70, une tribu de la région de Tbessa, toujours Mahyiddin, le fils de l'émir, qui vient pour prendre part au commandement de la séquence de 71, qui explique que c'est dans l'intention de secourir et de glorifier la religion et de protéger la patrie en Algérie. Enfin, dans le pourvoi, pardon. Oui. Il est venu de Damas. Vous avez raison de le souligner, c'est très loin Damas. Voilà. Donc il vient de Damas, il par la Tunisie, où il transite par la Zawiya Rahmaniya de Nofta, où il organise une réunion de préparation avant de rentrer en Algérie. Enfin, dernier point, une archive importante dans le pourvoi en cassation du 10 janvier 1873, qui est une archive donc du procès de Constantine, du procès intenté en 1872-73 aux 213 chefs de la dite
insurrection de 1871. Enfin, c'était plutôt une parodie de procès, c'était Oui. un procès colonial. Oui, c'était un Absolument. simulacre de Un procès. simulacre de procès. Absolument. Vous avez 6 prévenus de ce simulacre de procès qui affirment les faits qui nous sont imputés constituent autant d'actes politiques accomplis par des vaincus en vue de ressaisir leur autonomie. Et je m'arrête là peut-être pour ne pas donner plus. Justement, Parce que là, oui, on a- allez-y, Faisal, On a allez-y. tendance à faire oublier qu'il y a eu des résistances populaires en 1830. Et en même temps, Mme Ben Barham nous en Oui. parlera, qu'il y a eu en même temps beaucoup de crimes et beaucoup de massacres. On Des reviendra, génocides, carrément. parce que cette période a été marquée entre 1830 et jusqu'à 1874. 80 était marquée par des massacres intenses. Certains experts historiens parlent de plus d'un million de morts. Oui, ça attire Parce que seulement, De la population, si oui. on cite ce qui s'est passé en 1832, Madame Ben Brahim, en décembre 1832, la mosquée de Kitchewa. Parce que les colons voulaient détruire cette mosquée, la transformer en écurie, puis etc. Les fidèles se sont réfugiés à l'intérieur de la mosquée. Et il y a eu Ils ont fait de la résistance. Il y a eu 4000 morts, ils les ont tués. C'est l'Ouradour-sur-Glane algérien, l'un des C'est un premiers carnage. Ouradour-sur-Glane. C'est pour ça que quand on parle en France, lorsque le journaliste Jean-Michel Apathy est parti d'Ouradour-sur-Glane, tout le monde a Bien crié sûr, au faut pas scandale, s'attendre à alors autre que chose. oui, la colonisation a commencé par des massacres. Il y a eu le massacre de la tribu Opiya, à Al-Harash. Les oreilles des femmes ont été découpées pour qu'on vende leurs bijoux dans les marchés à Alger. Et à Bab Azoun, donc il y a beaucoup de massacres. Et dans l'historiographie de l'histoire de la colonisation en France, on a tendance à réduire ce qui s'est passé en Algérie à 1954-1962. Comme s'il n'y avait pas de résistance, comme si les Algériens avaient accepté rapidement la colonisation, alors que, Oui. comme l'a rappelé Justement, c'est pour Idil, ça- oui. il y a eu beaucoup de résistance à C'est pour l'époque. ça que j'allais dire tout à l'heure à Edir Hachi que finalement, toute cette chronologie, parce que au fait ce n'est qu'un échantillon, c'est un exemple, on a essayé de faire bref parce que ça risque de prendre plus du temps de l'émission, ça peut prendre aussi des jours. J'allais dire ça un peu, si vous voulez, met en échec toute la thèse française depuis sa conquête en Algérie qui disait que l'Algérie n'était pas quand même un pays peuplé, à savoir qu'ils sont venus en conquérant parce que c'est une terre finalement complètement dépeuplée. Et ces mouvements de résistance ne sont que l'illustration justement que l'Algérie n'était pas une terre dépeuplée. Et justement, beaucoup de gens pensent que durant ces mouvements où, si vous voulez, la France coloniale n'a commis de génocide, de crimes de guerre que durant la période de la guerre de libération, alors que les génocides et les crimes de guerre avaient commencé bien avant, c'est-à-dire en 1830, avec cette soi-disant conquête française en Algérie. Maître Ben Balam. Tout à fait. Nous venons d'entendre quelque chose de très important à propos, par exemple, de la mosquée de Kitchewa. L'appellation Sahet al-Shuhada, ce n'est pas quelque chose qui est né en 1962. Sahet al-Shuhada, c'est la place où le sang a coulé le plus. Jamais il y a eu autant de morts. Ce que certains peut-être ignorent. Et ce crime a été totalement caché parce que la France n'a jamais voulu dire quels sont les crimes qu'elle a commis en Algérie. Et ce n'est que ces dernières années, grâce aux médias et grâce à la parole reconquise, qu'on a réussi Tout à fait. à dépoussiérer l'histoire de l'Algérie du côté algérien, l'histoire coloniale. C'est vrai que cette guerre est une guerre coloniale. C'est vrai que l'appellation a toute son importance parce que ce qui s'est passé, c'est une guerre sans nom du côté de la France face à une population. Mais une population qui a résisté. Le peuple algérien a toujours résisté depuis la bataille de Staweli jusqu'au 3 juillet 1962. L'Algérien ne s'est jamais arrêté Résigné. de combattre. Je dis le 3 juillet 1962 parce que la signature quant à l'indépendance de l'Algérie, c'est bien le 3 juillet. Et la lettre du général de Gaulle adressée à l'État naissant algérien date du 3 juillet 1962. Sauf que l'Algérie a préféré célébrer cette fête d'indépendance 2 jours après pour faire une concordance entre le 5 juillet
1830 et le 5 juillet 1962. Le 5 juillet, c'est Alger, je dis bien Alger simplement, qui tombe entre les mains de Bourbon. Alors, ce qu'il faut distinguer, c'est que dans ce long processus, il faut savoir répartir les tranches historiques. De 1830 jusqu'à peu près le début du XXe siècle, c'est-à-dire 1926, c'est une lutte populaire. Tout le peuple s'est ligué, voilà, à travers l'Algérie. Plus la France progressait dans son évolution dans l'Algérie, plus elle rencontrait des résistances populaires. C'est vrai que l'Algérien est né sur le dos d'un cheval avec un fusil à la main. Oui. Mais il y a une autre étape. En fait, il y a 3 étapes. La deuxième étape, c'est l'organisation politique de l'Algérie. C'est l'éveil politique. Et nous avons là la naissance des partis politiques et la revendication essentielle, à savoir l'indépendantisme. Oui. Donc ça, le mot intervient dès les années 1926. Oui. Par la suite, nous allons avoir une zone entre la révolution algérienne et les revendications politiques d'une indépendance, c'est le 8 mai 45. Et 54, le déclenchement de quoi? De la révolution populaire armée algérienne. Et là, il faudrait qu'on s'arrête une seconde pour rectifier les vocables. Allez-y. On parle de guerre d'Algérie. Dans tous les manuels français, on vous parlera de guerre d'Algérie. On parle d'événements, on De l'évoque même pas. guerre d'Algérie. On parle d'abord, on met guerre d'Algérie. Le passé, on parle d'événements d'Algérie. Voilà. Oui. On parle de guerre d'Algérie. Mais la guerre, c'est quoi? C'est un peuple, une armée, une nation contre un peuple, une armée, une nation. Or, nous étions donc sous le joug colonial. Une négation de la nation algérienne. Une négation de la résistance algérienne. Et donc, la guerre, ce n'est pas une guerre. C'est une guerre coloniale contre un peuple algérien. Colonisé. C'est une guerre asymétrique. Oui, Avec absolument. une armée contre Ce qui des se passe à résistants. Voilà. Gaza en ce moment. Et armée jusqu'aux dents, Tout à fait. et une puissance mondiale contre une population Contre un peuple. désarmée, Comme au Vietnam, pareil. totalement désarmée. 1954, c'est une autre organisation qui s'impose, et c'est un combat de la population contre une armée coloniale. Et c'est pourquoi aujourd'hui on doit équilibrer les expressions et leur donner leur véritable Sens. sens juridique et historique. Oui. 1954, c'est un déclenchement d'une révolution populaire armée. Vous avez vu qu'on passe d'une résistance à une organisation politique avec une revendication tout à fait claire. Et enfin, maintenant, on va lutter pour arracher cette indépendance. Donc, c'est 3 périodes qu'il va falloir bien partager. Et à chacune, il y a des spécificités qui adhèrent à chacune de ces périodes. Oui, très intéressant. Allez-y, Faisal. En France, Avant il y de a eu passer des à débats M. François. récemment sur les nazis, parce que quelqu'un a dit que les Français se sont inspirés des nazis en Algérie, ce qui est vrai. Parce que quand vous voyez Mme Brahim, ce qui s'est passé en Algérie, il y a eu les enfumades en 1844 et en 1854. C'est les premiers nazis dans le monde. C'est comme les nazis. Ils ont gazé les Algériens, plus de Oui. 2000 morts dans la région de Chlep et de Msranem. Il y a eu aussi les déportations, puisqu'il y a des camps d'internement. À partir de 1956, on a déplacé des villages entiers pour les enfermer dans des camps de concentration où ils sont morts. Il y a eu des massacres de grande échelle, notamment M. Idel parlait des résistances populaires qui ont été massacrées par des généraux comme Thomas Bugeaud, qui a les mains souillées de sang, comme la Mauricière, comme Cavaignac, comme Pélissier. Ces généraux criminels ont des statues aujourd'hui, Madame, en France. Oui, Ils ont tout des à rues fait. qui portent leur nom. Ils ont des ruelles qui portent leur nom, des écoles comme la Mauricière à Paris. Donc, vous voyez, donc la France coloniale n'a pas oublié ces criminels de guerre. C'est des véritables Elle les criminels de guerre. glorifie.
Elle est Il y glorifiée. a eu exactement, c'est pour ça que tout à l'heure, avec Gamal Abina, qui faisait le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, on ne peut pas ne pas faire le parallèle, Maître Ben Barham, lorsqu'on voit que finalement c'est une guerre vraiment asymétrique, donc une guerre surarmée, la quatrième puissance à l'époque, contre bien sûr une révolution populaire, parce que c'est le cas aussi. C'est le schéma. Voilà, C'est une exactement. reproduction du schéma Il y algérien. a eu le schéma des gazages, il y a eu des enfumades, il y a eu des déportations, Tous les crimes. il y a eu des expropriations, des propriétaires terriens, c'est-à-dire que effectivement, c'était voilà. On ne peut pas dire que c'était anarchique, c'était bien planifié. Tout à fait. Alors, monsieur, madame, maître Ben Barham, messieurs, parce que tout à l'heure, je me suis habituée un petit peu à dire messieurs, comme c'est un plateau qui est pratiquement orné que par des messieurs, nous recevons tout de suite, bien sûr, nous recevons tout de suite Mohamed Al-Qolso avec nous en direct depuis Oran. Mohamed Al-Qolso, bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir, mesdames. Merci pour l'invitation. Voilà, d'ailleurs le débat est très passionnant. Nous parlons justement à cette occasion de la célébration de l'indépendance, de ce que l'Algérie a enduré durant plus de 130 ans donc, de colonisation, y compris donc les 7 ans de guerre livrés à la France coloniale. Aujourd'hui, nous voulons absolument aujourd'hui que certaines vérités se fassent et qu'un travail se fasse également sur ce qu'on appellerait les archives, la restitution des archives, mais également pour qu'il y ait des reconnaissances de crimes commis, en plus de ceux qu'on connaît déjà, à savoir le 8 mai 45, ou c'est-à-dire, si vous voulez, les manifestations de la Seine en France. Il y a aussi d'autres crimes qui viennent d'être cités par Maître Ben Barham, qui ne sont pas tout à fait médiatisés, Maître Qolso. Plutôt, Monsieur Qolso, vous êtes professeur en histoire. Shukran, merci beaucoup. Je souhaite d'abord rendre hommage à la diaspora qui effectue un travail de fond, un travail courageux, sans relâche, pour inscrire en fin de compte cette mémoire dans le vécu des jeunes Algériens qui se trouvent en France et ailleurs. Rendons leur hommage, c'est un élément essentiel parce que ils luttent contre une situation extrêmement difficile qui a été soulevée par le jeune, je pense que c'est un jeune qui est intervenu tout à l'heure, dans un milieu extrêmement hostile. Deux petits correctifs, plutôt un correctif et une proposition. Bon, il faut reconnaître, il faut rappeler, pardon, excusez-moi, il faut rappeler également que ces places, Bugeaud, Lyoté, etc., ont été contestées par des hackers d'Algérie. Que la place Bugeaud a été débaptisée, c'est une chose qu'il faut dire et qu'il faut mettre à l'actif de ces Français libres, de ces Français qui ont pour seul objectif la mémoire, qui ont pour seul objectif l'objectivité historique. En cela étant, l'autre élément également, c'est cette question de terminologie. Nous avons hérité de l'école coloniale une terminologie qui est appelée à être revue, à être recentrée. Rendons hommage à Mustafa Al-Shraf dans son livre Algérie, Nation et Société, où il a parlé d'insurrection, de résistance, il a affirmé. Je crois qu'il est temps actuellement de la résistance qui a commencé jusqu'en 1945-1954. C'est vrai que cette résistance a été inscrite dans le temps et dans un espace décousu. Bon, sauf que l'esprit qui animait ces résistances entre guillemets, et je ne fais pas bien ce concept. L'esprit qui animait ces résistances entre guillemets est un esprit national.
C'est un esprit qui s'inscrivait dans la lutte contre le combat colonial, qui a été repris par la suite par la déclaration du 1er novembre 1954. C'est pour cela que, au niveau de la commission algérienne Histoire et Développement, nous ne parlons plus de résistance, nous ne parlons plus d'insurrection, mais de combat anticolonial. De combat anticolonial qui va être le prélude à la lutte de libération nationale, à la révolution algérienne. Cela étant, c'est un élément important dans notre restitution, dans la restitution des faits historiques, dans la restitution de la lecture que nous devons faire ou que nous faisons, qui avance à petit pas, hein, mais qui avance quand même. Concernant les crimes coloniaux, parce que ça a été le premier thème, je vais poser la question, de quel crime parle-t-on? Il y en a beaucoup, hein. De quel crime parle-t-on? Pardon? Il y en a beaucoup, je disais. Il faut absolument, c'est vrai qu'il faut préciser peut-être. De quel crime parle-t-on? Ces crimes ont été commis. Ces crimes ont été signés par les propres acteurs, les propres acteurs coloniaux. Donc, ils sont inventoriés. Il suffit de lire les livres d'histoire, il suffit de lire les lettres qu'ils ont adressées, il suffit de lire l'historiographie coloniale pour nous rendre compte qu'ils sont, un, nombreux, et deux, ils les revendiquent. Ils le revendiquent. Oui. Cette question est extrêmement importante. Elle a un lien avec ce qui se passe actuellement à l'échelon français. Chaque fois que les Algériens, chaque fois que l'on parle, chaque fois qu'on essaye de remettre en cause le passé colonial, de remettre en cause l'héritage colonial, hein, on nous fait le procès de rester dans la rente mémorielle. C'est extrêmement important. En matière de rente mémorielle, l'Algérie est maintenue jusqu'à ce jour dans une situation de totale dépendance, je dirais même d'aliénation vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Et ce, depuis 63 ans après la restauration de l'État algérien. Cette situation est, je le souligne, intenable. Elle est intenable parce qu'elle plombe d'élection présidentielle en élection présidentielle française, d'année en année, de législature française en législature française, elle plombe les relations entre notre pays et la France. Elle plombe les relations, et nous le constatons maintenant tous les jours, toutes les minutes, entre l'Algérie et la France. Cette dépendance mémorielle, elle s'étend en fin de compte à tous les champs du savoir. Bien plus, à tous les champs de la vie, à tous les champs de la vie qui alimentent le discours haineux de la droite revancharde qui a bien pensé n'a cure des intérêts supérieurs de la France elle-même. L'origine de cette, si vous permettez, de cette dépendance mémorielle, elle remonte bien loin dans le temps. Elle a été marquée d'abord par cette tentative d'effacement de l'histoire de l'Algérie historique. Permettez-moi de vous dire, vu mon âge, que les petits indigènes que nous étions connaissions aussi bien que les petits Français de la métropole l'histoire de la France, la géographie de la France, mais pas assez, pour ne pas dire pas du tout, l'histoire de notre pays et la géographie de notre pays. Si, on connaissait l'histoire de notre pays. À travers quoi? À travers les victoires de Bugeaud contre l'émir Abdelkader, à travers les autres victoires contre les différents résistants, les Mokrani, Haddad, hein? Oui, très bien. Alors, Mohamed El Korso, pardon, je suis un petit peu dans l'obligation de vous interrompre. Restez avec nous et gardez l'idée, parce que de toute façon, on va revenir vers vous juste après une toute petite pause.